Bienvenue sur Africa 24. Parmi les enjeux de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la modernisation du secteur public. Mesdames, Messieurs, pour cette édition de l'interview, nous recevons Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, chef de la délégation permanente du RDPC de la région de l'Est, autant pour moi, du Cameroun. Nous aborderons à la fois les réalisations concrètes en matière de fonction publique et de réforme administrative sur sa direction, bien sûr, et la vision portée par le chef de l'État dans ce secteur. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci et bonjour, Madame Nana Kamsukom. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau d'Africa 24. Monsieur le ministre, pour 2025, le Cameroun prévoyait d'embaucher 2860 nouveaux fonctionnaires, soit une baisse significative de 39% par rapport aux 4500 embauchés réalisés en 2024. Comment conciliez-vous ce ralentissement du recrutement avec la nécessité impérative de réduire les coûts liés aux salaires fantômes? Alors, si vous permettez, je vais commencer par vous situer le tableau synoptique s'agissant des statistiques des effectifs de la fonction publique camerounaise aujourd'hui. Notre tableau de bord, notre base de données indique 312 629 agents publics actifs. Actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent véritablement, qui sont, n'est-ce pas, au travail. Parce qu'il y a là-dedans ceux qui ne sont plus actifs, les retraités et un certain nombre d'autres catégories. Et évidemment, dans ces chiffres, nous n'incluons pas les forces de défense et de sécurité. Évidemment, vous n'allez pas me demander le nombre, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de questions de sécurité et de souveraineté. Donc, voilà à peu près combien nous sommes. Et s'agissant des recrutements, vous posez la question. Vous avez constaté une baisse considérable du nombre de personnel à recruter. Permettez que je vous dise également que là aussi, l'évolution des recrutements obéit à la conjoncture économique et obéit aussi à la politique à la fois de justice sociale, mais aussi de rationalisation des effectifs. Nous avons, avant la crise de 1986, la crise économique qui a duré quand même 20 ans au Cameroun, la fonction publique camerounaise recrutait un peu en vrac. D'ailleurs, il y avait vraiment des besoins à l'époque. C'était une jeune fonction publique qui avait besoin de beaucoup de monde. Ensuite, il y a eu les 20 années de crise, de 1986 à 2006. Au sortir donc de la crise, il a fallu commencer à tout rationaliser, y compris les recrutements. Ce d'autant plus que, quelques temps après, en 2012, je crois bien, nous sommes passés d'une fonction publique qui recrute en vrac à une fonction publique de poste de travail. C'est-à-dire que, avant que je reçoive l'autorisation de recruter un agent public, il faudrait que j'ai démontré qu'il y a un poste vacant que cet agent public va occuper. Alors, de 2006 à 2024, nous avons recruté à peu près 80 000 agents publics qui sont effectivement au travail. Évidemment, vous me parlerez d'un certain nombre d'autres petits soucis, l'absentéisme, et ainsi de suite. Nous allons y revenir. Donc, à peu près 80 000. Ces dernières années, à cause de la conjoncture économique, mais aussi surtout par rapport à la rationalisation, il faut désormais tenir compte des disponibilités budgétaires, donc de la soutenabilité budgétaire. Les recrutements obéissent désormais à un processus très rigoureux. C'est-à-dire qu'au départ, nous demandons aux administrations de nous envoyer leurs besoins. Ensuite, nous nous retrouvons ensemble pour voir ces besoins, ceux qui sont vraiment pertinents. Après cela, nous les additionnons, nous envoyons chez le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même va également faire des arbitrages, après avoir interrogé le ministre des Finances, en lui posant une question. Monsieur le ministre, de quelle enveloppe pouvons-nous disposer pour telle année par rapport au recrutement? C'est après la réponse du ministre des Finances que le chef du gouvernement fait ses arbitrages et me renvoie
le plan de recrutement qu'il a validé et nous procédons donc au recrutement. Donc, la baisse que vous constatez, et c'est vrai, elle est réelle d'année en année, c'est en fonction de cette conjoncture et aussi en fonction des besoins de rationalisation. Monsieur le ministre, au cours du dernier mandat de votre candidat, il y a eu un recrutement massif dans la fonction publique, notamment qui ont été des jeunes. Est-ce que cette stratégie de recrutement à travers les concours, est-ce que cette stratégie est réellement une solution au chômage? Je dois préciser que la fonction publique, en réalité, l'administration publique n'a pas pour vocation première de lutter contre le chômage. Elle y participe d'une certaine manière, mais il faut beaucoup de rationalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce que nous faisons. C'est pour cela que le chef de l'État, dans sa politique, parce que c'est lui qui définit la politique de la nation, et que nous, au niveau du gouvernement, nous implémentons sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, a donc pensé qu'il était nécessaire de créer plusieurs projets et programmes gouvernementaux. Donc, dans différentes administrations, dans différents ministères, il y a plusieurs projets et programmes qui permettent aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, de trouver un emploi ou même de s'auto-employer après la formation. Et l'État leur apporte des aides. Nous étions d'ailleurs tout récemment sur le terrain, d'abord avec mon collègue, le ministre de la Jeunesse, ensuite mon collègue, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Ils sont allés dans ma région d'origine, par exemple, mais je dois préciser qu'ils font le tour du pays, pour apporter des appuis aux jeunes qui ont des projets pour leur permettre, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces projets, de s'auto-employer et même de créer d'autres emplois. La fonction publique fait ce qu'elle peut faire, mais en toute responsabilité. Il est hors de question qu'on recrute en vrac aujourd'hui pour être incapable dans 3 mois de ne pas les payer. Vous voyez, ça va créer des tensions sociales très très importantes. Et ça, nous ne voulons pas. Monsieur le ministre, il n'y a pas que des jeunes qui font face à cette situation, il y a des femmes et des groupes vulnérables. Quelle orientation chiffrée votre ministère donne à ce groupe de personnes? Je dois dire également que sur les 312 629 agents publics, il y a 45,15% de femmes. Et je dois d'ailleurs dire, s'agissant par exemple des postes de responsabilité, pour ce qui est de l'administration dont j'ai la charge, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, je dois dire que nous faisons d'ailleurs mieux, un peu mieux, parce que nous sommes un peu au-dessus de 46% de femmes qui sont responsables à partir des postes d'inspecteur général jusqu'à chef de service. Et si on descend vers les chefs de bureau, vous verrez que ce pourcentage sera très très intéressant. Mais je dois également avouer que nous n'avons pas encore véritablement atteint, n'est-ce pas, la parité. La parité qui est souhaitée par un certain nombre d'organismes, par un certain nombre de mouvements féministes et tout, mais nous tendons vers cela. Mais je dois aussi dire qu'il y a certes la promotion du genre, le gender equity, mais nous cherchons surtout les compétences. Parce que d'ailleurs, s'agissant des recrutements, il y a 2 principaux critères qui sont pris en compte. Il y a d'abord le critère de la compétence. Lorsqu'il y a un concours, nous cherchons les meilleurs. Ensuite, il y a le critère de ce que nous appelons, dans le cadre de la justice sociale, de la politique de justice sociale du président Paul Biya, ce que nous appelons les équilibres régionaux. Il y a des quotas qui sont attribués à des régions que nous devons respecter parce que ceci permet à tous les Camerounais de toutes les régions de se reconnaître dans ce qui est fait au niveau des prises de décision, notamment dans le cadre des recrutements des jeunes dans la fonction publique. Recruter des jeunes, il s'agit aussi d'avoir un bon suivi de ce recrutement, monsieur le ministre. Et pour mieux gérer la carrière des agents de l'État, vous avez mis en service le 1er janvier 2025 l'application informatique de gestion logique et effectif de la solde. Quel bilan portez-vous à ce stade de cette application? Permettez que je fasse très rapidement un petit rappel historique. Il y a quelques années, lorsque nous arrivions, je crois que ça fait 7 ans, à la tête de ce département ministériel, j'ai vécu des scènes terribles. Lorsque nous ouvrions la saison des concours
et qu'il fallait publier les listes des candidats ou même les listes des admis ou des admissibles, c'était des scènes terribles. Comme généralement nous partons du bureau tard, autour de 23h minuit, alors à 23h minuit, il y avait des tableaux d'affichage. Et je trouvais des jeunes gens avec une petite torche, parfois la torche du téléphone, en train d'essayer de chercher leur nom sur ce tableau-là. Ils prenaient des risques énormes. On a également vu, sous la pluie et sous le soleil, des agents publics qui venaient pour suivre un dossier, pour avoir une information. J'ai bien dit sous la pluie et sous le soleil. Nous avons donc construit pour eux ce que nous avons appelé la maison des usagers. Et nous sommes en train de généraliser ça au niveau des autres administrations avec le concours du programme des Nations Unies pour le développement pour le respect de la norme 1756 qui permet, n'est-ce pas, de prendre en compte également l'approche handicap, de faire à ce que les gens qui viennent pour le service public ne souffrent pas. Et d'ailleurs, ceci répond à une préoccupation essentielle du président de la République, son Excellence Paul Biya. Si vous lisez son livre de référence pour le libéralisme communautaire, publié en 1987, vous verrez que quelque part, il disait déjà en 1987, c'est-à-dire moins de 5 ans après son arrivée à la tête du Cameroun, qu'il ne faudrait pas que l'administration publique continue d'être un monstre froid qui traite l'usager sans égard aucun. Il faut que l'administration publique soit au service de l'usager et donc au service du public. C'est ce que nous essayons de faire. Et chaque fois d'ailleurs, dans ses discours à la nation, et lorsqu'il parle de l'administration publique, il revient là-dessus. C'est ainsi qu'en 2018, le 6 novembre 2018, dans son discours de prestation de serment, il s'était engagé à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agents publics dont il n'ignorait pas la situation. Et évidemment, il nous appartient de mettre cela en œuvre. C'est ainsi que les petites scènes que j'ai décrites tout à l'heure, ça relève désormais du passé. Nous sommes en train de moderniser résolument, et ce, depuis surtout la crise du Covid-19, qui nous a obligés non seulement à simplifier, mais aussi à dématérialiser les procédures, de telle sorte que les agents publics ne soient plus obligés de venir chez nous pour chercher un service. Désormais, c'est dans le cadre d'une espèce d'interaction, d'interactivité avec nos systèmes informatiques. Alors, nous avions jusque-là, pour la gestion des ressources humaines et de la solde, 2 systèmes parallèles, à savoir au niveau du ministère de la fonction publique, le système SIGIPES, et au niveau du ministère des Finances, le système Antilope. L'un gérait les effectifs et l'autre gérait la solde, de façon parallèle. Et c'était depuis les années 80. Ces 2 systèmes sont devenus obsolètes et ont présenté beaucoup de faiblesses. Et il était devenu difficile de contrôler la masse salariale et de contrôler les effectifs. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives du président de la République, et vous venez de l'évoquer, nous avons désormais, depuis le 1er janvier 2025, n'est-ce pas, Aigle, application. Effectivement, monsieur le ministre, c'est une solution pour plusieurs fonctionnaires, mais jusqu'à présent, des fonctionnaires se plaignent des délais de traitement des dossiers. Est-ce que cette... Mais non, chère Madame Nana, ça là, ça relève du passé, désormais. Parce qu'avec Aigle, beaucoup de choses sont automatisées. Beaucoup, par exemple, les avancements. Les avancements, certains... C'est un système décentralisé dans chaque région pour fonctionnaires. Aigle est venu, unifier les 2 systèmes qui existaient à l'époque, de telle sorte que tout est désormais géré dans ce même système. Aigle est venu instaurer la transparence et donc lutter contre la corruption.
Aigle est venu davantage simplifier et dématérialiser les procédures. Je vous prends un exemple. Dès le 1er janvier 2025, lorsque Aigle a été mis en œuvre, près de 350 000 agents publics, tous corps confondus, n'est-ce pas, ont été automatiquement mis à niveau. Parce qu'il y en avait qui avaient des retards au niveau des avancements, au niveau d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'actions qui devaient intervenir dans le cadre de la gestion de leur carrière. Tout cela a été mis en œuvre. C'est ainsi, par exemple, qu'on a vu des enseignants qui avaient 11 avancements qui étaient en attente. C'est-à-dire pendant 22 ans. Parce qu'un agent public au Cameroun avance tous les 2 ans. Et tout ça a été mis rapidement et immédiatement à niveau. Et immédiatement, l'effet financier est venu. On a vu certains qui avaient, par exemple, un salaire mensuel de 215 000, 225 000. Et dès le premier salaire du mois de janvier, dès le salaire du mois de janvier, ils sont passés de ces 215 000 à 375 000 parce que tout était mis à niveau. Donc, vous voyez les avantages de Aigle. Aigle vient donc également raccourcir les délais de traitement des dossiers parce que beaucoup de choses deviennent automatiques. L'homme intervient de moins en moins dans le système, de moins en moins parce que le système lui-même règle ses problèmes. Ça veut donc dire que Aigle apporte beaucoup d'avantages, y compris dans la maîtrise de la masse salariale et la maîtrise des effectifs. Parce que nous, sur les 14 modules qui sont prévus dans le système Aigle, 12 sont déjà mis en œuvre. Il reste 2, à savoir la biométrie et la gestion électronique des documents. Alors, s'agissant de la biométrie, elle va permettre, n'est-ce pas, que nous ayons des bornes biométriques, entre autres avantages, des bornes biométriques dans toutes les administrations. À l'entrée de chaque administration, ça va être une identification soit par empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale, de telle sorte que nous sachions que... Ça reste un projet en cours. Nous sommes en train de l'implémenter dans 3 administrations pilotes. Au ministère des Finances, au ministère de la Fonction publique et au ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Alors, nous sommes en train d'implémenter et nous voulons, avant la fin de l'année, généraliser le système de telle sorte que nous puissions mieux maîtriser les effectifs et donc la masse salariale, que nous puissions mieux lutter contre l'absentéisme des agents publics. Monsieur le ministre, en parlant d'absentéisme, c'est un fléau que vous combattez depuis des années, mais quelles sont pratiquement les mesures que vous mettez sur pied? Il y a beaucoup de mesures, toute une batterie de mesures. Et d'ailleurs, le chef de l'État revient là-dessus plusieurs fois pour que nous mettions fin à ce phénomène, l'absentéisme des agents publics. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un ne travaille pas et gagne quand même un salaire. Alors, c'est ainsi que, je vais commencer par le statut général de la fonction publique, prévoit ce statut, prévoit des mesures assez draconiennes contre les absentéistes. C'est ainsi qu'après 30 jours consécutifs d'absence non justifiée, la sanction est le suprême, c'est-à-dire le limogeage. C'est-à-dire qu'on vous raye des effectifs de la fonction publique. S'agissant des fonctionnaires, on va parler, n'est-ce pas, justement de ce limogeage. Et ensuite, pour tous les autres, nous les sortons des effectifs. Alors, ce que nous commençons par faire, c'est la suspension de la solde. Quand nous constatons qu'il y a un agent public qui ne vient plus régulièrement, je saisis mon collègue, le ministre des Finances, après que moi-même j'ai été saisi par l'administration concernée. Encore que, dans le cadre de la déconcentration de la gestion des personnels de l'État, les ministres utilisateurs sont compétents pour prendre cette batterie de sanctions de telle sorte qu'il n'y ait plus d'absents. Alors, c'est ainsi que, et je sais que vous allez me poser une question là-dessus, s'agissant de l'opération COPE, qui a été lancée
en 2018, c'est pour lutter justement contre l'absentéisme. Mon collègue, le ministre des Finances, l'a initié en commençant par un recensement physique de ceux qui allaient toucher leur solde au trésor ou à la banque. Et lorsque quelqu'un ne se présentait pas, il suspendait la solde. C'est ainsi que près de 10 000 agents publics ont été indexés. Il fallait tout prix être là sur le plan physique alors. Oui. Monsieur le ministre, ça ne revient pas un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure du fait que l'impact de la digitalisation dans la fonction publique? J'ai bien dit que c'était en 2018, n'est-ce pas? Monsieur le Et ministre. que Aigle est là depuis janvier 2025. Okay. C'est que nous sommes en train d'évoluer. Hein? Et lorsque cette opération a été déclenchée, il y a eu 8 766 agents publics dont les dossiers m'ont été transmis dans le cadre du contentieux administratif. Alors, sur ce monde-là, à peine 350 ont répondu à nos demandes d'explication, parce que nous leur avons envoyé à tous des demandes d'explication. Certains, nous avons constaté qu'ils sont décédés entre-temps. Lorsqu'on enlève cela, il restait à peu près 7500, voire un peu plus. Nous avons donc ouvert le contentieux et nous sommes en train, d'ailleurs l'opération est presque terminée, de les sortir du fichier des personnels et du fichier solde à travers des révocations d'office, mais aussi à travers des licenciements. Parce qu'on parle de révocation lorsque c'est un fonctionnaire et licenciement lorsque c'est un contractuel d'administration. Donc c'est une opération qui a permis de nettoyer, d'assainir le fichier solde et le fichier personnel. Et d'ailleurs, cette opération d'assainissement est devenue, on n'attend plus qu'OPE, c'est devenu une opération quotidienne. Chaque jour, à un moment donné, nous nous asseyons dans le cadre des directions compétentes et nous voyons ceux qui sont absents régulièrement. Nous suspendons d'abord la solde, nous les convoquons, et si après un certain temps, ils ne viennent pas, évidemment, nous les sortons du fichier solde. Monsieur le ministre, la crise au sud-ouest et au nord-ouest a eu un impact sur la mobilisation des activités des agents de la fonction publique. Comment votre département ministériel a géré cette étape et quelles sont les stratégies pour réinstaller l'action des agents publics dans ces zones? Oui, cette crise a eu un impact véritablement négatif, néfaste sur le fonctionnement des administrations pendant un certain temps. Parce que beaucoup d'agents publics n'étaient plus capables, n'étaient plus en mesure d'accomplir leur mission régalienne de façon tout à fait normale. Il y avait une certaine insécurité. Mais je dois vous dire que depuis quelques années, grâce aux efforts déployés par le président de la République et par nos forces de défense, la situation est en train de se normaliser progressivement. Alors, s'agissant de cela, il y a d'abord des mesures locales qui ont été prises. C'est-à-dire que les gouverneurs de région, les préfets et même les sous-préfets ont demandé à ces agents publics, n'est-ce pas, de se présenter à leur niveau. Et c'est ainsi que certains ont été regroupés de telle sorte qu'ils puissent rendre le service à partir d'un point donné. Mais ça n'a pas réglé le problème, étant donné que lorsqu'ils viennent, par exemple, au chef-lieu de région ou de département, ou même d'arrondissement, les usagers, eux, ils ne viennent pas avec eux. Ils ne viennent pas avec eux. Et c'est pour ça que, depuis un certain temps, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, nous sommes en train de beaucoup développer les services à distance. Si je prends le cas du ministère des enseignements secondaires, l'enseignement à distance est très, très développé aujourd'hui, de telle sorte que... dans ces zones-là surtout? Oui, dans ces zones-là surtout, et même est en train d'être généralisé, parce qu'il y a aussi certaines zones qui sont enclavées, de telle sorte que les enseignements soient donnés à partir d'ici et que les enfants ou les parents puissent recevoir les cours, même simplement dans leur smartphone. Le système d'évaluation s'est également adapté. Nous-mêmes, au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, et dans le cadre des concours administratifs, nous avons également généralisé les épreuves à distance, par vidéoconférence, de telle sorte que
les candidats ne soient plus obligés de se déplacer, surtout pour les épreuves orales, de venir jusqu'à Yaoundé comme c'était le cas. Nous avons également décentralisé les concours administratifs, déconcentrés, de telle sorte que dans les chefs-lieux de région, ces concours soient organisés. Mais de plus en plus, nous développons, n'est-ce pas, la vidéoconférence, de telle sorte que, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, nous avons souvent interrogé les candidats qui se trouvent au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis et un peu partout. Donc, ils ne sont plus obligés de venir jusqu'à Yaoundé pour passer les épreuves orales. Donc, nous sommes en train d'accélérer le processus de modernisation de notre administration publique, conformément aux hautes directives du chef de l'État et sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement. Monsieur le ministre, en tant que représentant du candidat du RDPC, quelle est sa vision pour le secteur privé et pour le secteur de la fonction publique au Cameroun? Moderniser. Moderniser en simplifiant, en dématérialisant et en utilisant toutes les technologies nouvelles, de telle sorte que nous tournions la page des procédures archaïques. Nous voulons aller vers une administration publique, j'allais dire sans papier. C'est ainsi que, avec l'avènement de Aigle, nous sommes déjà de plan-pied là-dedans. Nous avons, en janvier 2020, organisé un colloque sur la modernisation de la fonction publique. Et nous sommes en train de mettre en œuvre des résolutions et recommandations de ce colloque. Et ceci s'accélère avec l'avènement de Aigle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut que nous modernisions tout de telle sorte que et l'usager et l'agent public n'aient plus besoin de perdre du temps inutilement. Nous sommes en train de débarrasser également nos procédures et nos méthodes de travail de la grande paperasse. Nous sommes en train d'éviter qu'il y ait un contact permanent entre l'agent public et l'usager, parce que c'est ça qui développe la corruption. Quand un agent public et un usager se retrouvent entre les quatre murs, il arrivait parfois que certaines pratiques pas très saines se développent. Donc nous sortons vers ça. J'ai dit donc que Aigle vient nous permettre de faire des bons considérables en avant, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous voulons également déjà implémenter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ainsi que... Surtout pour la traçabilité aussi. Pour la traçabilité, pour la transparence. Avec l'intelligence artificielle, on va aller beaucoup plus loin. Nous sommes en train de préparer des séminaires, nous sommes en train de préparer avec l'Institut africain d'informatique un certain nombre de séminaires et des ateliers, mais aussi avec le CAFRAD, le CAFRAD qui est le Centre africain de formation et de recherche en administration pour le développement. Le Cameroun fait partie des 38 États membres du CAFRAD, dont le siège est à Rabat au Maroc, et nous sommes membres du conseil d'administration. Nous voulons résolument accélérer les processus de modernisation de notre administration pour nous arrimer aux standards internationaux. Monsieur le ministre, dans votre parcours de militant, quels sont les principaux motifs qui vous ont motivé pour votre adhésion à votre parti et au choix du président? Merci beaucoup. Je dois dire que depuis 1985 que le RDPC a été créé, je venais de terminer mes études, enfin terminer, comme si on terminait vraiment les études. Mais jeune fonctionnaire, j'adhérais déjà au parti et je dois vous dire que j'ai été président d'une sous-section parce que le parti est hiérarchisé, il est bien structuré. Vous avez à la base, vraiment au fond, vous avez les cellules. Ensuite, les comités de base, les sous-sections, les sections et depuis un certain temps, les délégations permanentes départementales et régionales et puis le comité central. Et évidemment, il y a aussi le bureau politique. Donc, depuis longtemps, militant, jeune militant et ensuite, aujourd'hui, responsable. J'ai eu la chance, d'ailleurs en cette année 2025, après avoir été depuis 2011 membre suppléant du comité central, en 2025 donc, j'ai été à la fois désigné comme membre titulaire du comité central et nommé chef de la délégation permanente régionale
du comité central du RDPC pour la région de l'Est. Et à cet effet, je dois dire que c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que nous essayons d'accomplir les missions qui nous sont assignées. Donc, c'est une question de conviction. Vraiment, c'est une question de foi. Et on le fait avec toute la volonté, avec toute l'énergie possible et nécessaire. À tout Camerounais qui vous regarde aujourd'hui, quelle faveur donneriez-vous en faveur de votre candidat? Notre candidat, ce n'est pas parce que je suis militant et que c'est mon candidat. Le président Paul Biya est mon candidat et je le dis haut et fort. Mais je dois également dire qu'il est de loin le meilleur. Voyez-vous, depuis son arrivée à la tête de l'État, et je vous ai parlé de Pour le libéralisme communautaire, qui est son ouvrage de référence, il y a toute une programmation et de sa vision et de son action politique qu'il est en train d'implémenter, et évidemment avec l'accompagnement des militants, des soldats et des lieutenants que nous sommes. Certes, il y a eu des difficultés, mais il est resté fidèle à cette vision. Et que beaucoup de candidats, pas seulement ceux d'aujourd'hui, même avant, n'ont pas souvent eu. Pour la plupart des candidats, le slogan c'est quoi? Changer Paul Biya. Et puis plus rien. Ça veut dire que on change d'abord Paul Biya et ensuite on cherche à voir ou à savoir qu'est-ce qu'on fait du Cameroun. Mais non, il faut d'abord une vision. Il faut d'abord, n'est-ce pas, une programmation politique, sociale, culturelle, économique et sportive. Et ça, le candidat Paul Biya a une vision claire et nette là-dessus. C'est ce que nous implémentons. Ensuite, il y a quelque chose dont personne ne peut mesurer le prix ni le coût. C'est la paix. Grâce à sa politique de justice sociale, grâce à sa pondérance, grâce à sa vision du Cameroun, son amour pour le Cameroun et les Camerounais, le Cameroun aujourd'hui, il suffit de voir autour de nous ce qui s'est passé et ce qui se passe même encore. Mais si nous ne connaissons pas cette agitation, c'est parce que justement, le Cameroun est bien tenu par un homme. Et puis, je vais vous dire que nous sommes des Africains, vous et moi. Lorsque un homme a cet âge, il s'agit d'un homme sage. Il est synonyme de sagesse. C'est un peu comme le vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie et plus on a envie de le boire parce qu'il est bon. Donc c'est ça aujourd'hui Paul Biya. C'est le symbole de la sagesse. C'est le symbole de la pondération. C'est le mendiant de la paix comme lui-même. Il s'est défini. Et puis, vous entendez les gens dire, oh oui, depuis 1982, rien n'a été fait. Mais non, beaucoup a été fait. Malheureusement, notre entretien, il ne va pas durer toute une éternité, mais je vous dis que beaucoup a été fait. Si vous regardez, et nous sommes en train de travailler là-dessus, sur les bilans, moi-même, s'agissant de ma région, je prépare un ouvrage qui va paraître dans les tout prochains jours là, sur l'action de Paul Biya et du renouveau dans la région de l'Est, et vous verrez qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Monsieur le ministre, à part votre candidat du RDPC, le président Paul Biya, quel est votre ressenti par rapport aux 11 autres challengers? J'ai beaucoup de respect pour les 11 autres challengers. Nous tous avons beaucoup de respect pour eux. Mais évidemment, ils sont nos adversaires politiques. Ne me demandez pas de faire leur politique ou de promouvoir leur politique. Ils ont peut-être leur vision. Ils prévoient un certain nombre de choses. Mais nous sommes là pour faire la promotion de ce que veut, de ce que dit et de ce que fait notre candidat. Alors, nous attendons tout simplement le 12 octobre. Et ce sont les urnes qui vont trancher. En tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau du RDPC, nous travaillons au quotidien. Nous sommes en contact permanent avec la base, avec nos militants, mais aussi avec l'ensemble des autres Camerounais, pour les persuader, pour les dissuader même, pour les convaincre de ce que, pour le moment, Paul Biya, c'est celui qu'il faut au Cameroun. C'est l'homme de la situation parce que, justement, il a tous les atouts
Ça, je crois pouvoir vous le dire et je le dis sans hésitation. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Africa 24 parce que, comme vous le savez, c'est depuis longtemps que nous travaillons ensemble. Merci de nous accorder ce privilège parce que Africa 24, c'est une chaîne panafricaine et même mondiale. Nous savons que vous êtes vus, je crois, dans au moins 4 des 5 continents. Donc, c'est une vitrine, c'est une tribune extrêmement importante. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview L'information continue sur Africa 24.